moi, je vais vous présenter l'éducation thérapeutique dans l'endométriose, qui fait également partie des mesures de la stratégie nationale, qui du coup se travaille en lien évidemment avec les filières, hein, puisque l'idée c'est que tout le monde travaille main dans la main. Et donc, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est. Donc, l'éducation thérapeutique ou l'acronyme ETP, parce que je vais le dire plusieurs fois, ça sera plus simple pour tout le monde. Ça existe depuis très longtemps en France, en fait, ça existe depuis plus de 20 ans. Ça arrivait d'abord avec le diabète notamment, puis l'obésité et d'autres maladies, en passant par le cancer d'abord. Et puis dans l'endométriose, pour le coup, c'est arrivé bien plus tard. Le premier programme, il a été mis en place en 2016 au CHU de Montpellier. Et puis, pendant un petit moment, il s'est plus passé grand-chose. Et en 2020, il y a eu un peu un nouveau souffle. Et comme vous le voyez, aujourd'hui, il y a 11 nouveaux programmes qui existent depuis, donc 12 en tout avec celui de Montpellier. Et il y en a 5 qui sont validés par l'ARS, mais qui n'ont pas encore été, qui n'ont pas commencé à faire leurs ateliers. Je vais vous expliquer un peu plus après de quoi il s'agit. Pourquoi il y a peu de programmes dans le cadre de l'endométriose ? Déjà, comme vous vous en doutez, c'est quand même, on le voit bien, hein, c'est assez récent qu'on prenne bien en charge la maladie, qu'on s'y intéresse, qu'on se rende compte qu'il y a un besoin pluridisciplinaire aussi, hein, ça c'est important. Et puis parce que en fait, ces programmes-là sont validés et financés par les agences régionales de santé et qu'il y a une priorité sur les ALD 30. Et comme nous l'expliquera Marie juste après, nous ne faisons pas partie des ALD 30 et donc forcément c'était un frein assez important pour le développement de ces programmes. Donc qu'est-ce que c'est en fait l'éducation thérapeutique ? En fait, c'est un ensemble d'ateliers qui peuvent être majoritairement collectifs, des fois en individuel, mais dans l'endométriose, c'est surtout du collectif, qui sont 100% gratuits, puisque comme je le disais avant, ils sont financés par les agences régionales de santé. Donc ça, c'est quand même plutôt sympa pour nous, patientes, qui déboursons déjà beaucoup d'argent, malheureusement, dans notre santé. Ça peut se passer dans un centre hospitalier, dans une clinique. Ça peut aussi se passer dans une CPTS, par exemple, dans un centre de santé en ville. En fait, il faut simplement qu'il y ait une structure administrative qui héberge ce programme d'éducation thérapeutique. Donc, en réalité, on peut en trouver vraiment à plein d'endroits. Et par exemple, aujourd'hui, l'hôpital Saint-Joseph a un programme d'éducation thérapeutique. Vous n'avez pas besoin d'être prise en charge par l'hôpital Saint-Joseph pour participer à ce programme d'éducation thérapeutique. C'est pas lié à vos soins, en fait. C'est vraiment quelque chose qui est complètement séparé des soins. Donc c'est aussi intéressant parce que des fois, c'est un petit peu compliqué, effectivement, d'avoir accès à certains centres. Et là, c'est pas quelque chose qui est déterminant. La seule chose qui est discriminante, on va dire, dans l'éducation thérapeutique, c'est qu'il faut être diagnostiqué. C'est ce que demande l'Agence régionale de santé pour pouvoir financer derrière les ateliers. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Déjà, ça veut dire qu'on arrête de subir son parcours de soins et on devient actrice de sa santé. Et ça, c'est vraiment très important. C'est-à-dire que en médecine, aujourd'hui, on est un peu en train de changer de vision. Pendant longtemps, c'était le sachant qui est le médecin et le malade. Et le sachant donne des ordonnances et dit ce qu'il doit faire au malade et il l'applique bêtement sans franchement réfléchir à ce qu'on doit faire. Maintenant, parce que aussi les patients se rebellent un petit peu en disant mais attendez, moi j'ai envie de comprendre ce qui se passe, j'ai envie de savoir pourquoi je prends tel médicament, etc. On est plutôt dans une dynamique de partenariat entre le soignant et le soigné. On avance main dans la main pour aller vers où on a envie d'aller ensemble, pour atteindre les objectifs qu'on se pose. Et donc c'est vraiment un travail à deux, ou à plusieurs, dans une équipe pluridisciplinaire, évidemment. Et donc, l'idée de devenir actrice de son parcours de soins, ou acteur, hein, évidemment, c'est pour vraiment se dire « je maîtrise des notions sur la maladie, je maîtrise mon traitement, je maîtrise tout ce que je peux faire pour mieux vivre avec ». Évidemment, c'est pas miraculeux, hein. Vous n'avez pas fait un programme de TP et derrière ne plus avoir de douleur, qu'on soit bien d'accord. Mais c'est une aide fondamentale pour avancer. Ça permet aussi d'apprendre à communiquer avec ses proches. Je vois beaucoup de proches dans la salle. C'est très important. Déjà, des fois, on a du mal nous-mêmes à expliquer ce qu'on vit parce qu'on n'a pas les mots, parce qu'on ne les a pas donnés. Et quand on a la possibilité de bien comprendre de quoi on souffre, de pouvoir mieux l'expliquer aux gens qui nous entourent, ça permet aussi d'avoir une meilleure bienveillance, une meilleure compréhension et que ça se passe mieux derrière de façon générale. Trouver des solutions, évidemment, pour mieux vivre avec. Échanger avec d'autres malades. Ça peut paraître assez dingue quand on se dit finalement
Élodie l'a dit, 2,1 à 4,2 millions de femmes en France, c'est énorme. On pourrait se dire qu'on n'est pas si isolé que ça, et pourtant on a l'impression de l'être. On continue, on a toujours l'impression d'être seul. Et là, dans ces temps d'échange, vous êtes avec des personnes qui ont vécu souvent la même chose que vous, et en fait, ça crée des liens à chaque fois très très forts, très rapidement. Je peux vous dire qu'il y a des groupes WhatsApp qui se créent à chaque fois aussi. C'est assez sympa. Et puis, il y a aussi cette partie qui est très importante, le fait d'apporter son vécu aux professionnels de santé. L'éducation thérapeutique, quand vous en parlez aux médecins qui en font, ils vont vous dire, mais en fait, c'est de la formation continue. Parce que c'est des temps d'échange qui n'ont pas l'habitude d'avoir lors des consultations. Et du coup, ils ont l'opportunité de discuter avec vous sur des choses qu'ils peuvent pas voir en consultation, de poser des questions et que vous puissiez leur apporter votre expérience patient. Et en fait, il y en a plein qui adaptent leur consultation derrière par rapport à ça, qui vont se dire « Ah oui, c'est vrai, je me souviens qu'il y en a plusieurs qui m'ont dit que ça, c'était vraiment important. Bah, maintenant, je vais poser telle question en consultation parce que je sais que c'est important pour les patients. » Donc, ça permet vraiment d'améliorer la prise en charge de façon globale, pas que pour la vôtre, mais aussi pour les autres. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est donnant et bénéfique pour tout le monde. Comment ça se passe ? Vous avez des ateliers. Alors déjà, ces ateliers, c'est pas du tout comme ce qu'on fait là, cours magistral avec un PowerPoint. C'est des choses qui sont extrêmement interactives. C'est maximum 10 personnes. Et puis, on va vraiment utiliser des outils, des post-it, des cartes thématiques, etc. pour pouvoir échanger. Il n'y a pas 2 ateliers d'éducation thérapeutique sur la même thématique qui va se ressembler. Parce qu'en fait, les informations, elles viennent de vous, participants. C'est pas juste de l'information descendante. Et on aime bien diviser les ateliers en 2 types d'ateliers. Des ateliers sur les connaissances, donc pour comprendre la maladie, comprendre les traitements aussi. Pourquoi est-ce que je prends tel traitement à tel moment ? Pourquoi est-ce qu'on m'a prescrit un antidépresseur dans l'endométriose ? Mais je suis pas folle. Non, en fait, il y a une vraie raison derrière. Comprendre les mécanismes de la douleur, parce que quand on sait qu'on arrive à identifier, tiens, ça c'est une douleur neuropathique, ça c'est une douleur musculaire, on sait ce qu'on va pouvoir faire en fait pour prendre en charge cette douleur derrière. Et donc, on peut prendre des décisions réfléchies sur son parcours de soins, mais aussi sur sa fertilité, sur les chirurgies, etc. On va avoir aussi des ateliers que moi j'aime bien appeler des ateliers outils. Plein de petits outils pour mieux vivre avec. Alors ça peut être effectivement des outils sur l'alimentation, sur l'activité physique adaptée, la sexo. On peut imaginer tout ce qui est gestion du stress et des émotions, donc psycho, sophrologie, hypnose, etc. Mais en vrai, on peut imaginer tellement de choses. Moi j'anime un atelier sur la fatigue chronique, qui est vachement apprécié parce que généralement tout le monde s'y retrouve plutôt bien là-dedans. On peut imaginer des ateliers d'art-thérapie, des ateliers de socio-esthétique. Enfin, en réalité, tout ce qui peut nous aider, tout ce qui peut nous apporter, c'est important de pouvoir l'explorer. Après, c'est pas toujours le cas. Enfin, chaque programme ne propose pas la même diversité d'ateliers parce que c'est une question de moyens humains et de personnes qui sont présentes dans l'équipe et qui peuvent du coup apporter cette expertise-là. Donc évidemment, les intervenants de ces ateliers, c'est toujours des gens qui sont spécialisés dans l'atelier. Moi, je suis spécialisée en fatigue chronique parce que je suis très fatiguée. Ça se voit pas, mais... Et donc, par exemple, voilà, on va pas faire un atelier sophrologie avec quelqu'un qui est formé en nutrition et pas du tout en sophrologie. Il y a quand même une notion de spécialité derrière. Là, voilà, c'est un peu le listing de tous les types d'ateliers qu'on peut imaginer qui existent. On voit aussi en bas, là, par exemple, un atelier sur les aides sociales et administratives. On le sait, c'est très compliqué en France. Toute cette histoire d'aide sociale, il faut un bac plus 15 pour tout comprendre. On peut vraiment imaginer plein de choses et c'est ça qui est quand même chouette. C'est que l'imagination n'est que notre limite. Et l'aspect financier, évidemment, est trouver des gens. Mais quand même. Voilà. Donc, où est-ce qu'on en trouve aujourd'hui ? Magnifique petite carte. Alors oui, il y a des régions où il n'y en a pas. En Île-de-France, on a quand même de la chance puisqu'on en a 3 qui sont déjà bien actifs. Donc, on a l'hôpital Saint-Joseph que vous connaissez certainement pour beaucoup qui sont présentes, qui est dans le 14e. On a Point-Gine en Île-de-France qui propose de l'ETP dans 3 lieux différents. Et on a une CPTS, donc c'est la première CPTS et premier ETP en ville avec des médecins de premier recours qui a été mis en place en France dans le cadre de l'endométriose. Donc on est très fiers de ce programme-là. Mais comme vous pouvez le voir, à Montargis, ils ont suivi derrière. Ils étaient très motivés. On en a un petit peu, pas vraiment partout. Je
peux pas vraiment dire qu'il y en a partout, mais il y en a 5 autres qui ne sont pas affichés pour le moment, qui ont été validés par des agences régionales de santé. Et nous, on travaille avec une vingtaine d'autres équipes à la mise en place de ces programmes. Donc c'est vraiment, vraiment en train de développer. Imaginez qu'en 2020, il n'y avait que le CHU de Montpellier. Voilà, la carte, elle était relativement vide. Donc avant, je mettais tous les coordonnées des programmes, mais très sincèrement, maintenant, ça ne rentre plus. Donc si vous voulez retrouver tous les programmes qui existent, vous pouvez scanner le QR code ou alors sur notre site, on a la page ETP. Je vais me décaler un petit peu. On a la page ETP. Nous, on met le listing et les coordonnées de tous les programmes qui existent, même ceux que nous, on n'a pas co-construits, puisque l'idée, c'est avant tout que vous trouviez un programme au plus proche de chez vous. Vous n'avez pas besoin d'habiter à côté aussi. Si vous êtes à un endroit isolé, on a des fois des patientes qui font plusieurs centaines de kilomètres pour suivre un programme. C'est pas l'idéal, on est d'accord, mais on comprend aussi que quand on est un peu désespéré, c'est tout à fait logique et c'est absolument autorisé.